La chaleur du Soleil est sous nos pieds. Les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en réalité aussi chaud que la surface du Soleil, environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore de la chaleur datant de sa création, il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet aussi gros que Mars a percuté la jeune Terre, il a non seulement créé la Lune, selon une théorie, mais il a aussi fait fondre la surface de la planète. Une grande partie de cette chaleur supplémentaire est probablement encore stockée à l'intérieur du noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est plus difficile pour nous d'accéder au noyau de la planète que de sonder la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Mais alors, comment peut-il y avoir de la rouille ? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune. La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématite beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires, mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés, et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a deux lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de deux parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit 3 fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrés dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'1 kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc si tu étais au sommet du mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec 8 pattes et des têtes écrasées qui font moins d'1 centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable, et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg.
Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre. Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfonceraient dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrés aux modules de commande et aux sacs à dos. Au centre même d'Uranus, il y a un noyau rocheux, relativement petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide et il représente la plus grande partie de la planète, environ 80%. Mais ce n'est pas la glace à laquelle tu pourrais penser. C'est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane, parfois appelé océan d'eau et d'ammoniac. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle a cette teinte bleu-vert à cause du gaz méthane qui absorbe la lumière rouge. L'océan sur Jupiter est plus grand que tous les autres du système solaire, mais contrairement aux océans de la Terre, il n'est pas fait d'eau, mais d'hydrogène métallique. La profondeur de cet océan est époustouflante, 40 000 km, soit presque autant que la circonférence de la Terre. Vénus est une championne en matière de volcans. Elle en compte environ 1600, mais aucun d'entre eux n'est connu pour entrer en éruption. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus profond jamais détecté pour un objet de l'univers. Il est 57 octaves plus bas que le Do central de ton piano. C'est un quadrillion de fois plus profond que ce que nous pouvons entendre. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de se refroidir. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoile à neutrons. Ils expulsent une partie de leur matière presque à la vitesse de la lumière. Les pulsars réguliers tournent à une vitesse raisonnable, entre 1/10 et 60 fois par seconde. Mais les pulsars millisecondes peuvent tourner à une vitesse impressionnante de 700 fois par seconde, ce qui est bien trop rapide pour que l'œil humain puisse le détecter. Lorsqu'ils tournent, ils émettent un faisceau de radiation depuis leur axe qui ressemble à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent remarquer les pulsars lorsqu'ils font face à la Terre, car on dirait qu'une lumière est braquée sur notre planète. Lorsque la lumière brille ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux une preuve ? 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil, composée en particulier de l'hydrogène et de l'hélium. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète de 1 mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle tu t'attends. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Imagine ceci. Dans un futur pas si lointain, tu pars en vacances dans l'espace. Et tu dois décider quels objets tu dois emmener avec toi. Mais au lieu de consulter les prévisions météo, tu ouvres ton simulateur de gravité. En effet, tu vas avoir besoin de savoir comment tous ces objets réagiront sur différentes planètes. Par exemple, tu dois emporter cette pelle en métal ou non? D'après ton itinéraire, ce sera un long, très long voyage. Tu as prévu de visiter toutes les planètes du système solaire et même quelques lunes.
Mais en raison de la différence de gravité sur ces corps spatiaux, tu n'es pas sûr de l'utilité de certaines choses dont tu as l'habitude de te servir. Commençons par l'essentiel, les Tupperware. Je ne sais pas ce que font les voyageurs de l'espace, mais nous, les terriens, nous emportons nos Tupperware partout où nous allons. Cependant, si tu devais les emmener sur, disons, Mercure, ils s'envoleraient très probablement dans l'atmosphère. Ces récipients en plastique que tu utilises pour conserver tes aliments sont trop légers. Et comme la gravité sur Mercure est 2,5 fois plus faible que celle sur Terre, tu devras peut-être remplir tes récipients en plastique avant de les sortir de ton vaisseau spatial pour aller pique-niquer. Si un Tupperware pèse environ 200 grammes sur Terre, il ne pèsera qu'un quart de ce poids sur Mercure. Maintenant, si nous y mettons quelques bananes, une poignée de mini-carottes et 2 pastèques, tu pourras emporter ton récipient en toute sécurité hors de ton véhicule spatial. Il te sera juste un peu difficile de faire tenir tout ça dans un Tupperware de taille standard. Mais attends, avant de sortir, tu dois savoir que la température atmosphérique sur Mercure peut atteindre 426 degrés Celsius. Cela signifie que ton récipient en plastique va instantanément fondre dès qu'il entrera en contact avec l'air. Et tes aliments, eux aussi, seront complètement brûlés. Tu peux peut-être essayer de te munir d'un récipient en titane, cela fonctionnera. Ou alors, contente-toi des aliments spécialement conçus pour les astronautes. Et maintenant, un petit tour sur Vénus, c'est parti. Si tu devais emmener ce même récipient vide sur Vénus, ce serait comme si tu étais sur Terre. Parce que Vénus est considérée comme la jumelle de notre planète. Elles ont énormément de choses en commun. Par exemple, leur taille et leur masse sont presque identiques. En ce qui concerne la gravité, voici la formule. Plus la masse est importante et plus la densité est élevée, plus la gravité est forte. La gravité sur Vénus est environ 10% plus faible que sur la Terre. Donc oui, tu peux quitter ton vaisseau spatial avec ton récipient, vide ou plein, et profiter d'un magnifique déjeuner pittoresque sur la surface de Vénus. Tu devras cependant trouver un moyen de manger sans enlever ta combinaison spatiale. L'atmosphère de Vénus est chargée d'acide sulfurique. Et ça peut irriter ton nez et ta gorge et te poser des problèmes de respiration. Ou pire, bien pire. Ensuite, tu ne pourras emporter aucun objet trop léger en posant le pied sur Phobos. Et non, il ne s'agit pas d'une île grecque. Pas même d'un yaourt grec, mais c'est un nom plutôt cool, n'est-ce pas? C'est en fait l'une des lunes de Mars. Ici, même ton vaisseau spatial aurait besoin d'un peu d'aide pour se maintenir près du sol. Mettons qu'il pèse autant qu'un bus. Eh bien, n'importe quelle personne de taille moyenne pourrait le soulever d'une seule main. Parce que sur Phobos, les habitants de la Terre ne ressentiraient qu'à peine la force de gravité. Et fais très attention si tu t'amuses à sauter. Un seul bond un peu trop enthousiaste et te voilà projeté dans l'espace. Passagers du vaisseau Voyager, veuillez ne pas sortir du véhicule. Tu t'approches de Jupiter, une géante gazeuse. Une tempête sans fin fait rage dans son atmosphère. De plus, il n'y a pas de surface solide sur cette planète, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y aura pas d'atterrissage. Si tu regardes par le hublot, tu auras l'impression que vous vous déplacez à travers un gigantesque nuage. Mais pour les besoins de notre expérience, on va quand même faire un essai. Vas-y, lance cette balle de baseball que tu as emportée au cas où le voyage deviendrait un peu ennuyeux. Et compte le temps que la balle va mettre pour toucher la surface. Si sur Terre, ta balle tomberait à une vitesse de 9806 mètres par seconde, sur Jupiter, la même balle toucherait le sol à une vitesse 2,5 fois supérieure. C'est parce que Jupiter est plus de 10 fois plus grande que la Terre et environ 300 fois plus lourde que notre belle planète bleue. Maintenant, si tu déplaces ton vaisseau spatial juste un peu sur le côté, vers l'une des lunes de Jupiter, Europe, la situation sera complètement différente. Si tu lances ta balle de baseball en l'air sur Europe, tu ne la reverras plus jamais. La gravité y est presque inexistante, ce qui signifie que non seulement ta balle de baseball s'envolerait instantanément, mais tu connaîtrais toi-même un sort similaire. D'un autre côté, si tu te décides quand même à t'aventurer hors de ton vaisseau spatial pour explorer le champ gravitationnel d'Europe, pourquoi ne pas essayer de soulever le véhicule spatial lui-même? Sur cette lune, un terrien ordinaire peut facilement soulever jusqu'à 450 kg, ce qui équivaut à un élan mâle adulte de taille normale. Ou tu peux soulever une formation pyramidale de 9 personnes de la même taille. À toi de choisir. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais bien attention. Même si de loin, ses anneaux ont l'air tout à fait lisses et d'une seule pièce, de près tu remarqueras qu'ils sont en réalité faits de fragments de glace et de roches qui flottent dans l'espace. Tu ne voudrais pas abîmer ton joli vaisseau, n'est-ce pas? Il n'y a pas non plus de surface solide sur Saturne, ce qui rend là aussi l'atterrissage impossible, et l'atmosphère est pleine d'ammoniac. N'oublie pas que c'est un environnement plutôt inhospitalier pour un humain.
À l'intérieur de ton vaisseau spatial, tu trouves une collection de livres de science-fiction. Assez pour remplir une étagère entière. Ensemble, ils doivent peser environ 180 kg. Oui, ça fait beaucoup de livres. Et comme si tu étais doté de super pouvoirs, tu essaies de soulever la moitié de ce poids d'une seule main. Mais devine quoi ? Tu échoues. Parce que la gravité de Saturne est trop semblable à celle de la Terre. Au cas où toutes ces histoires de gravité t'auraient un peu embrouillé l'esprit, lorsque nous parlons de gravité, nous nous référons à la force avec laquelle une planète, ou tout autre corps spatial, attire les objets vers son centre. Donc, si tu as besoin d'un peu d'aide pour organiser ta collection de science-fiction par ordre alphabétique, demande à l'équipage de déplacer le vaisseau vers un corps spatial voisin dont la force gravitationnelle est plus faible. Comme Pluton, par exemple. Aujourd'hui, elle n'est plus considérée comme une planète. Juste une planète naine, et l'un des corps spatiaux les plus éloignés du Soleil. Tu auras besoin d'une combinaison spatiale extra chaude pour y aller. Pluton est glacé et sa surface est minuscule. Elle est plus petite que notre chère Lune. Mais c'est un endroit idéal pour tester ta force. Si sur Terre, il est pratiquement impossible pour une personne normale de soulever un éléphant, sur Pluton, tu pourras soulever un éléphanteau pesant environ 120 kg. Et même un éléphant de taille moyenne qui peut peser jusqu'à 900 kg. Sur le chemin du retour vers la Terre, tu t'arrêtes un moment sur Uranus. La planète la plus froide de notre système solaire a une température moyenne d'environ moins 212 degrés Celsius. Donc, si tu tentes de sortir de ton vaisseau spatial, tu gèleras avant même d'avoir fait un seul pas. Bien que la gravité sur Uranus soit assez similaire à celle de la Terre, il y a une chose qui est très différente. Le temps. Une escapade de 2 semaines sur Terre se transforme en vacances de 3 ans sur Uranus. Si tu en as marre des planètes froides, tu peux retourner voyager sur des planètes plus chaudes. Oui, Mars est sans doute plus chaude qu'Uranus. Mais sa température moyenne est quand même d'environ moins 62 degrés Celsius. Sur Terre, nous n'avons des températures aussi basses qu'au pôle sud pendant l'hiver. Lorsque tu atterriras sur Mars, tu commenceras à te sentir à la fois léger et fort. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre. En d'autres termes, tu parviendras probablement à soulever ton propre poids sans aucune difficulté. Alors, toi qui as toujours voulu réussir à faire le poirier, tu as enfin trouvé l'endroit où réaliser ton rêve. Que se passerait-il si notre planète se divisait en 2 parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en 2 planètes et qu'elles partagent la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait, peut-être qu'un jour les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon? Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante? Surprise, surprise! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'H et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net.
Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Eh mais qu'en est-il des volcans? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds.
Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius, et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons, en raison du volume de... oui, de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois, et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Un fait amusant, tout cela pourrait réellement se produire dans l'avenir. Tout d'abord, la croûte terrestre s'amincit progressivement. Moi, j'aime plutôt les croûtes fines, mais seulement sur mes pizzas. Donc un jour, l'eau pourrait vraiment inonder toute notre Terre. D'autre part, dans quelques milliards d'années, lorsque notre Soleil commencera à se dilater et à se transformer en géant rouge, tous les océans de notre planète seront totalement desséchés. Bon, on respire à fond et on se secoue. On arrête avec ce scénario. Pourquoi s'inquiéter de choses si lointaines alors que je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille aujourd'hui ? Voilà un problème beaucoup plus pressant.